dans le cadre de votre magazine Synopsis et magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision, au cœur de l'observation brûlée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise, votre émission Synopsis a saisi au frais la problématique sur le développement. Que faire pour développer l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier? La question mérite d'être posée, d'autant plus que l'Afrique semble se complaire dans la paix près, malgré les programmes de développement établis pour l'Afrique, malgré le plan de réagissement structurel établi par les institutions de Bretton Woods. L'Afrique reste toujours un continent sous-développé. Que faire pour développer l'Afrique? En tout cas, notre invité va tenter de répondre à cette question. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, président de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir, M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. Bonsoir, M. Kabeya. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu à participer à l'émission. Qu'est-ce qui se passe au juste? Certainement qu'on était pris dans beaucoup d'engrenages assez compliqués, mais j'étais toujours inquiet de manquer cette émission qui m'a toujours intéressé. Et voilà que j'ai disposé de mon temps. Je suis présent et nous allons devoir partager un certain nombre de choses. Et je vous promets que désormais, je serai de temps en temps votre invité pour discuter des questions qui intéressent le Congo, l'Afrique dans son ensemble. Norbert Yamba Yamba, comment va l'Afrique? Ah, une question complexe, complexifiée même. Parce que certainement que l'Afrique aujourd'hui apparaît comme le continent problématique par excellence. Mais l'Afrique a beaucoup d'atouts. L'Afrique a une très grande superficie, de l'ordre de 30 millions de kilomètres carrés. C'est la superficie des États-Unis, la Chine, l'Inde réunis. On pourrait même prendre les États-Unis, la Chine, plus l'Europe réunis, etc. C'est que très clairement, avec la superficie qui est disponible en Afrique, on peut faire des prospections et trouver des choses qui peuvent intéresser et contribuer au développement de l'Afrique. L'Afrique a une population qui va très croissante en fait. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, on était dans les 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 1,3 milliard d'habitants. C'est qu'avec une jeunesse de 60%, moyenne de 19 ans, c'est que très clairement, nous avons une population active qui peut booster véritablement l'Afrique. Mais l'Afrique aussi a des richesses, ce qu'on appelle des ressources naturelles potentielles. Un tiers des ressources naturelles du monde se retrouvent en Afrique. 90% de ces réserves ou de ces ressources ne sont pas encore exploitées. C'est que très clairement, si on s'engage dans la direction des nouvelles technologies, dans la direction des sciences fondamentales, je pense qu'on peut avoir la possibilité de construire un nouveau paradigme et autour de ce paradigme, assurer le développement de l'Afrique. Mais en attendant que tous ces atouts soient rendus opérationnels, il faut reconnaître que la situation ne va pas bien. Vous l'avez dit, j'ai entendu dans votre introduction, il y a beaucoup d'interventions des Fonds monétaires internationaux, beaucoup d'interventions Banque mondiale, beaucoup d'interventions européennes et beaucoup d'autres banques régionales, etc. Beaucoup de projets, mais c'est comme si rien ne se fait. Au niveau de la structuration de l'État, on a copié tantôt l'Occident, la social-démocratie, tantôt le capitalisme, tantôt le communisme, tantôt d'autres formes de l'État, que ce soit le fédéralisme, l'unitarisme, etc. On a tenté tout, mais comme si on n'avance pas.
on a tenté des gouvernements qui sont composés, n'est-ce pas, des grands intellectuels, qu'on appelle généralement des universitaires. Vous avez des docteurs d'université, vous avez des licenciés, des gradués, des D6, ou de toutes catégories. Mais c'est comme si personne n'a été à l'école. Des nouvelles formes de gouvernement des technocrates. Et on dit non, il faut prendre des gens qui ont travaillé dans les institutions internationales et qui ont acquis des expériences cumulées, pas, à travers le monde, etc. On a tenté de les confier des responsabilités, mais c'est comme si on n'a rien foutu. Non, mais il faut s'adapter aux objectifs de développement qui sont articulés dans des grands programmes au niveau africain, au niveau mondial, etc. Vous avez suivi les objectifs pour les millénaires, les objectifs du millénaire pour le développement. C'était 8. On a tenté. On a même fait une évaluation. Un échec catastrophique. Justement, M. Norbert Yambemba, face à cette réalité, bien évidemment, l'Afrique ne va pas rattraper l'Occident. Mais est-ce que l'Afrique est-elle aujourd'hui capable de donner sa propre voie de développement, pour ne pas dire suivre l'exemple de l'Occident? Eh bien c'est ça justement, Kabila. C'est ça justement la recherche d'un nouveau paradigme. Le paradigme qui, afin qu'on soit infantilisé, clochardisé aujourd'hui, où l'Afrique est restée fondamentalement un emprisonné, un incarcéré permanent, c'est à cause d'un paradigme fondamentalement occidental qu'on appelle paradigme hérocentriste. Ce paradigme est à rentabilité externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a des centres, il y a des entités. Il y a l'entité qui est au centre, qu'on appelle les Occidentaux, et l'entité qui est dans la périphérie, qu'on appelle généralement les Africains, les tiers-mondes, comme pourrait prendre les termes de Samir Amin. Et donc, ces entités centristes, qu'on appelle généralement les Occidentaux, les pays dits développés, oui, ont mis en place un paradigme où l'Afrique est considérée comme le réservoir des ressources naturelles. Et quand il vient, et ils sont là justement pour inventer des technologies, inventer des sciences. Et il y a une sorte de collaboration inégale, parce qu'ils ont des technologies pour transformer ce que l'Afrique dispose. C'est très clair qu'ils viennent en Afrique, ils mettent essentiellement des usines d'extraction. Et comme nous avons des ressources naturelles, ils extraient ces ressources du sous-sol et ils amènent ces ressources chez eux. Et parce que chez eux, il y a des technologies, et donc ils les transforment. C'est comme ça que vous voyez, ils créent une sorte de chaîne de valeur ajoutée. Ces chaînes de valeur ajoutée produisent des richesses. Ces chaînes de valeur ajoutée produisent des emplois. Ils occupent leurs gènes. Ils trouvent du travail. Parce que la production nécessite une société. On engage. La transformation nécessite une société. On engage. La commercialisation, on engage. On enfle le marché avec des produits. Ils payent des taxes à l'État. Le trésor public est rempli. Et ils vivent dans le bonheur. Mais nous qui avons ces matières premières, nous restons dans la pauvreté la plus abjecte. Ça, c'est le paradigme occidental. Et quel que soit celui qui arrive au pouvoir, si ce paradigme ne change pas, où les gens viennent, ils exploitent, ils prennent les matières et ils s'en vont chez eux, on ne changera pas la situation. La situation se complique, Kabila, avec l'arrivée des Asiatiques, de nouvelles puissances émergentes. Vous avez la Chine qui aujourd'hui est en rivalité presque permanente avec les États-Unis et qui investit plus de 200 milliards de dollars en Afrique et qui utilise la même politique que les Occidentaux en prenant les matières premières et ramener chez eux. C'est très grave. On croyait que la Chine, en tant que pays réputé du tiers-monde, même si ce n'est pas le cas, parce que personne ne peut déclarer tel ou tiers-monde, etc. Mais la Chine vient avec la même méthode occidentale d'exploitation de nos richesses, sans investir, sans déposer les technologies. Et mutandis pour l'Inde, pour la Corée, pour le Brésil, sans compter les pays européens, etc. Donc, on est dans cette situation d'emprisonnement et d'incarcération. Alors, il faut changer le paradigme. Et vous avez raison de le dire. Et vous avez suivi une fois le président de la République a dit, si on ne change pas de paradigme,
on va rester des prisonniers. Changer de paradigme suppose qu'on puisse inventer notre propre modèle. Certainement qu'il y a des gens qui vous disent que dans 30 ans, on peut inventer un modèle. Mais il faut déjà réfléchir par rapport à ce modèle. Mais justement, M. Norbert Yamba, l'opinion occidentale reste aujourd'hui gorgée par les stéréotypes sur l'État et le pouvoir en Afrique, en particulier quant au rôle que joue la corruption et le tribalisme face à ces problèmes de développement. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui quelqu'un, en fait, d'un tribu qui est au pouvoir, il va faire de tout son possible pour que le tribalisme puisse marquer la politique de sa gouvernance, afin que cela favorise l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Chose que l'opinion occidentale fustige aujourd'hui. Qu'en dites-vous pas face à... Non, mais c'est l'Occident qui a créé ça. L'Afrique a connu la confédération de royautés. Nous avions des empires, nous avions des royaumes. Aujourd'hui, vous avez les Bashi au Kivu, vous avez les Barega, vous avez au Kasaï les Baluba, les Songé, les Tetela. À l'équateur, vous avez les Mongos, vous avez les Ngwandi, vous avez les Mwaka, etc. pour ne citer que ça. Mais ils ont existé depuis des millénaires. Ils ont existé avant que l'Occident n'arrive. Qui a parlé de tribalisme? Parce que nous étions organisés, nous avions un modèle de gouvernance. L'Afrique à l'époque n'avait pas 54 États. Et donc l'Afrique était unique, c'est la mère patrie. Alors maintenant, quand ils sont arrivés, parce qu'ils avaient besoin de prendre nos ressources naturelles, sous-sol comme du sol, ils ont mis en place la politique d'atomisation sociale, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Il faut atomiser les gens, il faut saucissonner. Ils ont commencé par nous saucissonner sur base d'une carte mal dessinée à Berlin. Là, justement, on donne raison à Mabika Kalanda qui a dit dans sa remise en question que au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifiaient. Oui, mais Mabika, il a parlé de la remise en question. Oui. Cette remise en question porte sur véritablement les idées importées. Le système de gouvernance aujourd'hui, la République, c'est une donne importée, KBA. Il faut quoi à la place? Ben écoute, mais c'est ça justement la réflexion. C'est justement l'incompétence de nos intellectuels qui font la répétition, la récitation, qui sont incapables de nous inventer un modèle qui configure véritablement les héritages traditionnels. Comment nous avons survécu pendant des millénaires? Est-ce que nous n'avions pas un mot de gouvernance? Comment nous pouvons avoir des sociologues, des politologues, des juristes, et qui sont incapables de nous donner un modus vivendi pour que nous puissions véritablement gérer notre pays, notre continent? Beaucoup parlent d'État fédéral. Oui, j'adhère. Je suis de ceux qui parlent des États-Unis d'Afrique. Mais en dehors de la déclaration, personne ne nous donne un schéma opératoire. On n'invente pas, on ne théorise pas. C'est ça la difficulté. Les différentes thèses, les différentes mémoires, les différentes recherches qui se font sont basées sur des créneaux, sur des principes occidentaux, sur des théories, des modèles occidentaux qu'on compare pour qu'on s'implique par rapport aux idées, on grimpe sur les idées véritablement des chercheurs occidentaux. Mais on n'est pas à mesure de s'éloigner de ces gens-là et de fouiner sur nos héritages traditionnels et se dire qu'est-ce que nous faisons à la place. Kabeya, on est en train de réfléchir sur le développement de l'Afrique, de nos pays de manière générale, etc. Mais il faut savoir également comment on est tombé. Vous connaissez les égyptologues nous disent que l'Afrique, hier, mère patrie, hier, pays des Kamites, pays des Noirs, a connu une percée spectaculaire. Il y en a ceux qui disent, il y a 10 000 ans avant l'ère chrétienne, etc., nous étions une puissance. Théophile Obenga, qui est resté le seul patriarche que nous avons pour l'instant, et qui a accompagné Tchèque Atalion, qui est devenu le savant inégalable du XXIe siècle, nous rappelle qu'il y a 35 siècles, nous étions une puissance économique. Les premiers réfugiés qui sont arrivés en Afrique sont des Israélites.
Ils avaient faim, ils sont venus parce que nous avions l'abondance. Nous étions une puissance scientifique parce que... Et pourquoi ne pas maintenir les statu quo? Eh bien, nous avons été agressés. Regardez aujourd'hui, les Américains, ils sont puissants. Quand les Africains ont été attaqués par les Assyriens, par les Babyloniens, etc. Et voilà, donc il y a eu délocalisation de la puissance. Cette puissance a quitté l'Afrique vers l'Europe. Et l'Europe est devenue véritablement une grande puissance. Kabila, si vous me suivez. Et puis après, cette Europe s'est recentrée aux États-Unis, le Nouveau Monde. Et aujourd'hui, la tendance générale, c'est la Chine. Le plus grand barrage, 3 gorgées aujourd'hui, construit en Chine. 3, le plus grand barrage. Vous voyez? Et donc, l'Asie est en train véritablement de récupérer la puissance. Dans les 30 ans, la Chine risque d'être la première puissance économique, première puissance commerciale, première puissance militaire ou scientifique. Aujourd'hui, c'est la première puissance sur le plan de la numérisation, de la digitalisation. Donc la Chine a avancé. Même compétition, les Indiens sont en train véritablement de se battre. Beaucoup d'autres pays, la Corée aujourd'hui très avancée. Eh bien, c'était l'apanage de l'Europe, c'était l'apanage de l'Amérique. L'Amérique du Nord, bien entendu, les États-Unis et le Canada. Mais nous avons connu ça. Le monde est dans un système de rotation. Le panier a été chez nous, nous avons transféré chez les Occidentaux. Les Occidentaux sont en train de transférer chez les Asiatiques, les Orientaux, etc. Donc, certainement qu'il faut connaître comment nous sommes tombés. Alors, si on connaît comment nous sommes tombés, nous sommes capables de récupérer parce que le panier continue à circuler. Nous sommes tombés à cause d'une religion importée, dite et révélée, qui est venue nous assiéger, qui nous a neutralisés. En fait, la religion fait partie des obstacles au développement. Mais c'est terrible. Nous avons connu la spiritualité, mais nous n'avons pas connu la religion. La religion est une institution humaine. La religion est une organisation humaine. Tu vois la religion catholique, il y a une histoire. Ça a commencé de quelque part et ça continue. C'est que très clairement, il y a des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour créer cette religion en relation avec un être suprême qu'elle n'a jamais vu. Mais vous oubliez que le christianisme, c'est la voie du salut pour les développements. Peut-être que vous l'avez mal appliqué, mais c'est Norbert Yamba Yamba. Bon, le christianisme, c'est la religion européenne, certainement qui a donné des solutions en Europe, mais qui a eu une dose d'expansionnisme. On a profité du christianisme pour y mettre certains ingrédients dans le sens de maintenir les autres dans l'esclavage. Vous savez, le pape Nicolas V, lisez, vous allez trouver qu'il y a une littérature abondante qui montre qu'il avait libéralisé, n'est-ce pas, l'esclavage. Même quand vous lisez l'islam, vous allez trouver que l'esclavagisme n'est pas tellement ressorti, mais quand même on essaie de classifier les races. Et la race inférieure, c'est la race noire. Mais justement, la question que l'on doit se poser de toutes les lèvres, pourquoi la pétraille noire est-elle aujourd'hui répulsive par rapport justement au développement de l'Afrique? Eh bien, parce que on est parti de noir pour anéantir le génie noir. Je vous ai dit que nous étions qui sont ces génies noirs, M. Norbert Yamba? Le génie noir, c'est la capacité de créativité, la capacité d'imagination, la capacité de maîtriser son environnement. Seulement? Non, mais, oui, bien entendu, mais c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait que l'homme soit l'émanation de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est le génie qui a créé le monde. C'est le vrai architecte du monde. Quand vous êtes en l'air, vous allez voir que le monde est créé, il y a véritablement une beauté incroyable qu'il faut véritablement avoir un architecte. Et c'est le Dieu créateur. Et quand il a créé, naturellement, les mondes, il a créé des espaces géographiques. Et dans ces espaces géographiques, il a donné à l'homme de pouvoir humaniser chaque espace. Il faut modeler chaque espace. Il faut naturaliser la nature naturelle. Et il lui donne une partie de son intelligence.
Et l'homme devient le dépositaire de l'Esprit de Dieu. L'homme, c'est l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Et donc c'est l'homme qui atterrit dans un espace et c'est l'homme qui reçoit l'intelligence de Dieu, mais qui sait, autour de cette intelligence de Dieu, dire que cette plante sert à guérir la malaria. Il n'a jamais été faire la médecine. Mais comment il a su que la plante guérit la malaria? Cette plante peut guérir la tension, peut guérir, n'est-ce pas, le diabète. Écoutez, le palmier peut nous donner de vin de palme. Le palmier peut nous donner de l'huile. L'huile peut être fabriquée de savon. À l'époque, qui a donné cette intelligence? C'est Dieu. C'est l'incarnation. Alors maintenant, Dieu, en donnant cette intelligence, l'homme a mis un certain nombre de principes, l'homme a mis un certain nombre de valeurs qu'il a reçues de Dieu. Et ça se transmet de génération en génération. Est-ce qu'il il faut que je termine par là. Oui. Et quand ça se transmet de génération en génération, et donc l'homme blanc vient avec sa religion. Et dans sa religion, il dit non, tout ce que vous avez reçu de vos ancêtres, c'est de la fausseté, c'est de la sorcellerie, c'est du satanisme. Il faut nous suivre. Et il nous amène des images où Dieu est blanc. Le Fils de Dieu est blanc. Les Adam et Ève est blanc. Les anges sont blancs. Et il dit, ce que vous suivez là, c'est une sorcellerie. Il faut nous suivre. Vous voyez, nous sommes blancs. C'est que nous sommes proches de vrai Dieu. Et donc, tout ce que vous avez là, et donc, vous serez à l'enfer. Et on a inventé deux notions importantes. La notion de paradis et la notion d'enfer. Le paradis, c'est pour dire noir, mais vous ne vous en faites pas. Vous pouvez être pauvre sur la terre, mais vous serez riche au ciel. Noir, si vous faites du mal... C'est pas une réalité, c'est pas une réalité. Noir, si vous faites du mal, vous serez à l'enfer. Et l'enfer, vous trouvez un diable qui a des cornes, qui est noir. Et c'est au même moment que la Bible nous dit que nous sommes tentés pour faire du mal par le Satan. C'est au même moment qu'on dit non, vous trouverez le Satan dans l'affaire. C'est de la manipulation. Et donc tout cela nous a inhibé notre capacité de créativité, nous a éloignés de nos ancêtres, et nos ancêtres qui étaient autrefois de puissants, qui visiblement avaient dominé le monde. Les Israélites sont venus des réfugiés économiques. Et voilà, nous on a coupé. Et voilà, il faut revenir à ça. Mais c'est Norbert Yamba. Lorsque, en fait, à vous entendre parler, c'est comme si on a affaire à des petits enfants qui sont des Africains. D'autant plus que si cela est vraiment réel, pourquoi alors les idées, les initiatives et les orientations qui marquent la politique de l'Afrique, l'économie, sont toujours venues de l'étranger? Outre cela, M. Norbert Yamba, par là, vous ne voyez pas qu'il se pose un problème de type d'homme. Parce que au centre du problème de développement, on trouve d'abord l'homme. L'homme des sciences, homme religieux, homme des conceptions, des réflexions, et même bien sûr, des citoyens honnêtes, ayant une mentalité tournée vers le développement face à une certaine vertu. Mais l'un et l'autre manquent encore en Afrique en général, et au Congo en particulier. Vous ne voyez pas que le premier doit encore se former et puis se discipliner? Non, mais quelle formation, Kabila? Nous avons combien d'intellectuels dans notre pays? C'est plus de millions d'intellectuels. Il ne faut pas compter sur toute l'Afrique. Des millions. Des millions, Kabila. En Afrique? Excusez, Kabila. Oui. C'est une question très pertinente, Kabila. Il faudrait que nos téléspectateurs suivent comme il se doit. Il y a 3 éléments qui ont neutralisé notre efficacité. Et nous devons le regretter. Lesquels? J'ai cité la religion. Oui. Dite et révélée, importée. Et vous en avez 3. Ce sont les fils d'Abraham qui se sont complotés contre nous. Vous avez Ismaël qui a généré ce qu'on appelle l'islam. Et vous avez Isaac qui a généré le christianisme et le judaïsme. Et les Asiatiques entrent dans la danse avec le bouddhisme. Ils ont refusé le christianisme parce que Mao Zedong a chassé les prêtres et les pasteurs, n'est-ce pas, et les imams pour être en réconciliation avec leur culture, etc. Mais et nous ont amené le bouddhisme, et ils nous ont amené l'hindouisme, etc. Toutes ces religions importées servent pour leurs espaces géographiques respectifs. 2, l'éducation. Regardez comment nous avons des millions d'intellectuels.
Quelqu'un, il a un diplôme de doctorat. Mais est-ce qu'on vous a fouetté comme à l'époque coloniale pour adhérer à toutes ces religions? Mais écoutez, Kabila, mais c'est comme ça que Tchèque Antalio disait. Oui. Nous, on nous a fouettés. Ils venaient avec des sacs. À l'époque, mais pas présentement. Mais attention, attention, Kabila. Mais il faut me donner le temps parce que j'ai envie d'enseigner. Justement, je vous donne les... Et donc, à l'époque, Kabila, ils sont venus avec des sacs. Dans le sac, il y a des revolvers. Dans le sac, il y a des croix, des bibles, des machettes, des couteaux. Et ils nous ont imposé des milliers de personnes qui ont résisté, ont été tuées. Ils ont déporté 200 à 500 millions de personnes. Il y en a ceux qui sont morts, qui sont mortes dans des caves. Il y en a ceux qui se sont suicidés. Ils sont partis aux États-Unis. Oui. Les afro-descendants dont on retrouve, que ce soit dans les Caraïbes, etc. Ils ont forcé les choses. Et ils nous ont fait comprendre que tout ce que nous avions comme puissance, ça relevait véritablement du satanisme. Nous avons adopté Kabila. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis en place un système éducatif où la religion est devenue le cours principal. Si vous jouez avec la religion, vous êtes même chassé de l'école. Il fallait tout faire pour comprendre ce qui est prévu dans la religion. Avec un système où on nous éloigne. Regardez, on nous fait apprendre, Kabila, beaucoup de choses de l'Europe, où nous bloquons, nous mémorisons, mais nous sommes incapables de créer, Kabila. Aux États-Unis, dans une université comme Harvard, Oxford, en Angleterre, Kabila, il y a 3 composantes dans la formation d'un individu. Il y a la théorie, toutes les recherches faites par des grands savants. Il y a la pratique, la mise en œuvre, l'implémentation de la théorie. Mais il y a aussi la composante de la spiritualité. Ce qui est spirituel, la dimension spirituelle. Où on initie les gens pour découvrir, avoir les yeux pour voir la société. Pour expérimenter l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Il y a toute une dimension spirituelle. Comme l'autre fois, j'ai été rencontrer une histoire. J'étais en Indonésie, oui, à Bali. J'ai vu un parent, des vieux papas, monter sur un monument avec un jeune de 7 ans. J'ai entendu, j'étais crier, j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il faisait avec cet enfant-là? On disait qu'ils étaient en train de l'initier pour connaître la société. Parce qu'on ne peut pas inventer, on ne peut pas être celui de la société si vous ne connaissez pas cette société. Tout ce que nous disons là, si vous faites un test, une évaluation par rapport à nos gènes là, ils ne connaissent même pas. Quand vous parlez de Kimbango, il va vous prendre pour un type inutile. Quand vous parlez de Kimba Vita, il ne connaît même pas. Mais justement, il faut opter peut-être pour une théologie des libérations, peut-être qui peut permettre le développement de l'Afrique. Mais qui va faire la théologie des libérations? Parce que la théologie de libération, la théologie de libération est liée en Amérique latine. Certainement qu'il y a eu évolution. Mais faites attention, combien de pays en Amérique latine sont développés aujourd'hui? Combien de pays? Parce que c'est la religion importée. C'est la religion importée qui sont en Amérique latine. La théologie de libération, c'est une théorie qui a été enseignée par des prêtres catholiques en Amérique latine. C'est cela. Mais nous disons que c'est une théorie, c'est une théologie, certes, qui va libérer contre certaines oppressions, mais qui ne va pas nous autonomiser, qui ne va pas construire notre indépendance, qui ne va pas consolider notre leadership. La meilleure théologie, c'est celle qui est fondamentalement ancestrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une théologie qui s'inspire véritablement de l'intelligence que nos ancêtres ont reçue de l'ancêtre des ancêtres. L'ancêtre des ancêtres, c'est Dieu le Créateur. C'est lui qui leur a donné l'intelligence et la sagesse nécessaire. C'est pas Dieu qu'on nous a ramené par l'Occident? Quel Dieu? L'Occident nous a montré un vieux papa avec des barbes blanches. Mais quand vous parlez des ancêtres, vous faites allusion à qui? Mais c'est lui qui a créé le monde. Le monde doit avoir un architecte. Mais c'est le Dieu créateur. Mais c'est le Dieu créateur. Mais ce n'est pas seulement le Dieu de l'Occident. Nous ne connaissons pas sa couleur. Jéhovah Jireh. Ben, arrêtez avec cette Jésus-Christ. Disons, parlons de choses sérieuses. Oui. Je suis en train de parler au nom des ancêtres. Et je suis en train de révéler à mon peuple des choses troublantes. Alors,
n'allez pas dans le jeu d'enfant. Mais vous n'avez pas voulu canaliser cet exemple des ancêtres. Et voilà, c'est ce qui a fouté aujourd'hui. Mais nous sommes en train d'en parler. Les pays dans la moule. Combien de personnes vont zapper ce que je suis en train de dire? Simplement parce qu'ils ont été endoctrinés. Ils ont été endoctrinés. Ils ont été enseignés. À l'école, on nous apprend seulement la pratique et la théorie. La théorie des idées qui vient importer. La théorie des idées qui sont importées. Mais on ne nous apprend pas notre spiritualité. L'Afrique n'a pas connu la religion. L'Afrique a connu la spiritualité. C'est cette spiritualité. Oui. Mais quel parallélisme établissez-nous entre la religion et la spiritualité? Non, la religion, c'est une organisation des hommes et des femmes qui pensent qu'il y a un être suprême qu'on ne voit pas, mais qu'il faut croire qu'il faut être en relation avec lui. Mais la spiritualité, c'est la science que cet homme-là a donnée à chaque peuple pour devenir maître de leur vous ne voyez pas que croire dans ce sens-là, cela devient des hérésies. Mais alors, regardez la Chine aujourd'hui. Regardez la Chine a fait la révolution culturelle en 1949 avec Mao Zedong. Aujourd'hui, on en est où là? Ils n'avaient aucune compétence. Si ce n'est que la méthode de la machine inversée. Ils prenaient les produits qui venaient des États-Unis manufacturés, mais qui visiblement, ils se démontaient et ils faisaient l'inverse. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont à 650 technologies contre 450 pour les Américains. Vous imaginez ça? La puissance mondiale. Ils utilisent le 5G. On commence à les repousser. Cela est dû au christianisme, tout simplement. Non, cela est dit, n'est-ce pas, à la croyance à leurs ancêtres. Vous avez suivi Jinping avec un documentaire qui est même passé hier, où il ne parle que de leurs ancêtres. Vous savez que le Google américain, le Facebook, excusez Kabila, ce n'est pas le trop des ancêtres. Mais non, en fait, les ancêtres ne sont plus de 1500 ans après. Qu'est-ce que vous, élite, hommes politiques, hommes économiques, qu'est-ce que vous avez fait, Néfis, que pour la bonne gouvernance et pour le développement de l'Afrique? On ne peut rien faire. Parce que nous avons été mal formés, nous avons été initiés. Non, je m'excuse beaucoup dans la politique des autres. Nous n'avons ni autonomie financière, ni autonomie sanitaire, ni autonomie politique, ni autonomie spirituelle, ni autonomie remise en question. Une remise en question, il faut un nouveau paradigme qui tire sa source au niveau du génie propre, et ce génie propre doit tirer sa source au niveau de la spiritualité authentique. Justement, qui doit initier? Mais nous sommes en train de travailler pour dire aux chefs coutumiers qui sont les dépositaires de l'Esprit de Dieu, pour dire à toutes ces églises, n'est-ce pas, des résistances noires qui pensent que nous devons avoir notre propre religion, qui doivent restaurer notre propre spiritualité. Mais c'est normal, ça c'est au niveau de la théorie, mais la pratique en fait. Mais il faut pousser tous ces gens de sortir de leur maison, de leur ghetto, parce qu'on nous a fait croire que lorsqu'on prend un morceau de bois, on appelle, comme faisaient les Indiens à l'Équateur, on dit c'est la sorcellerie. Mais lorsque l'Occident fabrique le téléphone, les Chinois fabriquent le téléphone, on dit non, c'est la science. Et donc nous avons peur. Nous avons peur de dire qu'à partir d'un morceau de bois, on peut révolutionner, on peut théoriser, on peut moderniser, en faire un téléphone. Il faut que tous ces gens qui ont ces secrets-là puissent sortir et que ce soit à la place publique, qu'on enseigne dans les écoles. On ne peut pas avoir une université où vous avez la médecine, vous avez la pharmacie, où personne ne peut fabriquer un médicament qui ressort véritablement de notre propre plante. Les Chinois ont tenté, c'est comme ça que vous avez la médecine chinoise. Les Indiens ont tenté, c'est pourquoi vous avez la médecine indienne. Or, il n'y a que l'Afrique qui reçoit les médicaments des Chinois, les médicaments des Indiens, les médicaments des Occidentaux sans aucune autonomie. Quand vous allez à l'Équateur, vous allez trouver les pygmées. Il y a des docteurs qui connaissent comment guérir la tension. Des docteurs qui savent comment guérir le diabète. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai donné un exemple. Pour fabriquer, par exemple, un hélicoptère. En Côte d'Ivoire, j'ai assisté à une scène publique d'un garçon de 37 ans et qui fait une évocation. Et sur sa natte, il monte et il s'en va au ciel comme si il était dans un avion. Mais c'est Norbert Yamba. Vous ne voyez pas que l'Afrique aujourd'hui
est embrayée par les événements du dedans et du dehors. Tout à fait. Mais face à une telle réalité, vous ne voyez pas que l'Afrique ne doit pas tout simplement porter les sceaux de l'originalité. Il suffit qu'il soit repensé, assimilé, poursuivre ne serait-ce que l'exemple des autres continents pour son développement. Kabila, là, tu es très intelligent. Je suis content et fier de toi. Tout simplement parce qu'effectivement, l'Afrique n'est ni occidentale ni africain. Il est dans une sorte d'hybridation. Mais nous disons, oui, le monde se planétarise. On a besoin des expériences des autres. Mais il faut construire la fondation. Il faut construire l'enracinement. Il faut construire le particularisme. Et qui doit impulser cette dynamique, mais c'est bien entendu, mais c'est tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les panafricanistes, ce sont les gens, ceux qui croient que l'Afrique a des valeurs. Mais vous le faites en expliquant tout simplement. Vous expliquez, vous passez dans des médias pour expliquer. Mais seulement sur les plans pratiques. Est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque chose allant dans ce sens? Oui, mais écoutez, mais on expérimente quoi? Beaucoup sont en train d'expérimenter. Il n'y a rien qui peut se faire sans la connaissance. Tchèque Antedoum nous dit que, chers jeunes Africains, il faut dévorer la science. Il faut dévorer la science jusqu'aux dents. Parce que la science donne des chances égales et compétences égales. Mais le mot science est importé, mais c'est normal. Attention, la science c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances rationnelles et systématisées dans un domaine. Est-ce que nous ne pouvons pas, quand par exemple quelqu'un entre dans l'eau, fleuve comme ça, il entre, il fait 5 jours, il connaît le secret, c'est rationnel. Il peut vous faire une démonstration. Mais vous ne voyez pas qu'avec votre démarche là, vous ne voyez pas que aujourd'hui exploiter les mots science, c'est en fait n'est pas saisi par l'essence. Mais non, mais les Chinois font quoi? Quand ils sont allés atterrir à la face B de la ligne, les Américains ne sont pas encore arrivés là. Mais ils ont exploité la science, ils ont rationalisé, mais ils se sont inspirés véritablement des héritages de leur tradition. Comment on peut quitter quelqu'un qui quitte le village, je ne sais pas, à Bafasende, il part à Paris, il revient, il fait 4 tours, etc. Quelle vitesse d'un avion si on pouvait véritablement matérialiser cela? Mais tous ces gens ont peur de l'enfer, qui est un mensonge dimensionnel de ceux qui sont venus. Pour nous faire peur, ils nous ont montré les satans avec des cornes. Ils étaient avec quel appareil photo pour prendre la photo de l'enfer? Cet enfer se localise où? Mais il y a la révélation, mais c'est l'enfer. Ben voilà, donc, vous parlez de la révélation, oui. Mais je vous parle ici que c'est un processus de manipulation. Mais Dieu peut révéler quelque chose à quelqu'un. Tout à fait. Oui. Et puis, il peut aussi nous révéler, nous. Oui. Et on a cassé cette connexion. On a cassé cette connexion, Kabila, et nous avons besoin de reconstruire cette connexion. Parce que Dieu nous a dotés. Aujourd'hui, écoutez Kabila, nous sommes dans une approche globaliste. C'est ça l'Afrique. Approche globaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est vivant et il ne peut pas vivre physiquement s'il n'y a pas de métaphysique. La physique et la métaphysique sont une. Oui. C'est que très clairement, il y a des êtres qui sont vivants physiquement, tout comme il y a des êtres qui sont invisibles, mais ils sont vivants. Et donc pour respirer, n'est-ce pas, les êtres vivants, il faut construire une cohérence, une connexion mathématique entre ceux qui sont vivants invisibles et ceux qui sont vivants visibles. Parce que ceux qui sont vivants invisibles sont des hommes et des femmes qui acquièrent une puissance additionnelle. Ils ont la maîtrise de la situation qui est la nôtre. Raison pour laquelle vous avez aux États-Unis un festival qu'on appelle le Festival de Nevada, où des grands de ce monde se retrouvent et pour être en connexion pendant une semaine avec leurs ancêtres, pour être inspirés, pour avoir la communication de manière à diriger le monde. Les Chinois ont emboîté le pas et ils sont en train véritablement de prendre le dessus sur le monde. Donc, il n'est resté qu'à les Africains. Or, les Africains ont été neutralisés par la religion et le seul peuple qui, lorsqu'il y a pèlerinage à la Mecque, ils accompagnent les Arabes. Lorsqu'il y a pèlerinage en Israël, ils accompagnent les Juifs. Lorsqu'il y a pèlerinage en Europe, au Vatican, bien entendu, ils accompagnent les Européens, etc. Mais vous ne trouvez pas des Africains qui construisent une autonomie spirituelle où quelque chose arrive en Afrique et nous y allons
tous les Africains comme un seul homme. Vous voyez? Et donc, nous avons intérêt, et Dieu merci, avec les efforts de Bamba Sang, qui est un Camerounais, qui est anthropologue, géologue, qui travaille pour le panafricanisme aujourd'hui, avec le concours de Patrice Talon, qui est président du Bénin. On est en train de disponibiliser 500 hectares où on va faire les pèlerinages en Afrique. On va construire la religion africaine. Mais la religion africaine ne viendra que lorsqu'on aura, par exemple, un panafricaniste dans beaucoup de pays, etc. Comme Norbert Yamba Yamba, bien entendu, Bamba Sang, Kofi Gomez, Omotunde dans les Caraïbes, Félix Tshisekedi, Bolefi Tshisekedi au Congo, Bolefi aux États-Unis, Amamazama en Guadeloupe, etc. Nous avons besoin de tous ces gens, etc., pour qu'ils arrivent. Et on va devenir nombreux, et un jour, on va construire une ligue, n'est-ce pas, de panafricanistes. Justement, M. Norbert Yamba, vous avez, en fait, vous êtes beaucoup plus éternisé sur la religion. Mais maintenant, parlons un peu de l'économie. Vous voyez, parce que c'est parmi les types de développement de l'Afrique. Sur le plan économique, que prévoyez-vous pour le développement de l'Afrique? Ça revient toujours sur la spiritualité. Je vous ai parlé de paradigme à rentabilité externe qui a fait la puissance occidentale. Pour Norbert Yamba Yamba, la spiritualité doit avoir des ramifications sur mais c'est la spiritualité la base, c'est l'esprit. Est-ce que vous pouvez fonctionner sur Est-ce qu'on ne peut pas élaguer la spiritualité pour aborder toute cette matière? Vous resterez toujours un abruti fondationnel. Mais à quoi sert l'économie? Eh bien, l'économie. À quoi sert la finance? Alors, mais je vais t'expliquer. À quoi sert le social? Vous êtes en face d'un enceinte divinisé qui parle et il faut toujours l'écouter parce que vous retirez. Je vous écoute alors. Je vous écoute. Je vous dis que le paradigme qui est d'application aujourd'hui, c'est un paradigme fondamentalement occidental à rentabilité externe. Ça sert pour l'extérieur. Oui. Tandis que le paradigme que nous voulons, c'est un paradigme afrocentriste. C'est-à-dire? Ça veut dire, nous devons avoir des technologies, des sciences fondamentales qui nous permettent de transformer ce que Dieu nous a donné comme potentialité. Et si nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des technologies pour transformer notre coltan, pour nous servir de téléphone, si nous avons notre spiritualité pour nous permettre de transformer nos cobaltes, nos cuivres, etc., nos cacao, nos cafés, etc., nous aurons des produits. Et ces produits peuvent être commercialisés. Ces produits deviendront des richesses additionnelles. Et nous aurons de l'argent. On va rentrer l'argent dans les trésors publics. Et l'économie va s'épanouir. Ça va davantage changer. Pourquoi? Parce que le génie, la connexion avec les ancêtres, on va nous insuffler le génie. Ce génie va nous donner des technologies. Et nous allons devoir devenir riches à cause de la nouvelle spiritualité. Donc, pour Norbert Yamba Yamba, sans la spiritualité, l'économie n'est rien. Zéro. La politique. On va continuer. C'est les chefs qui vont faire le travail et il va nous ramener un peu d'argent. Et cet argent ne va pas supporter 105 millions de personnes. Tu vois? Quand vous avez un budget, par exemple, de 10 milliards, vous faites quoi avec? Regardez, vous avez un pays, par exemple, comme Sao Tomé Principe. 1000 km². 200 000 habitants. Mais pourquoi? Mais face à cela, pourquoi ne pas opter pour une économie du bonheur partagé? Mais c'est justement ça. Écoutez, vous êtes dans les termes occidentaux. Vous voyez, vous êtes dans les termes occidentaux, mais ce sont des termes d'imbécilisation. En fait, on se complaît de ces termes et on croit pouvoir avoir fait quelque chose. Mais c'est pour une répartition équitable. Mais alors vous ne pouvez faire la répartition équitable que lorsqu'il y a des richesses. Oh, il n'y a pas de richesses. Combien de sociétés sont opérationnelles chez nous? Qui sont propriétaires de ces sociétés? Allez sur l'avenue du commerce. Qui sont devenus des commerçants aujourd'hui? Il n'y a pas de Congolais. Les Janobemba ne sont plus là. Les Dokolo ne sont plus, les Kazembo, les Fonchi, les Kisombi, etc. Il faut une génération de millionnaires. Il faut une génération de milliardaires. Mais vous ne voyez pas que l'État est démissionnaire? Mais alors, le président de l'État dit, non. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dit qu'il faut un fonds de garantie pour encourager les entrepreneurs. On ne peut pas produire, par exemple, des pamplemousses, des mandariniers, des mandarines, des oranges dans le Congo central. Les entrepreneurs et les opérateurs économiques qui ne font que compliquer
à outrance le gouvernement. Non, mais le gouvernement aussi les complique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système. On l'a vu avec des mesures sanitaires pour la baisse des prix des produits surgelés, où on a vu des opérateurs économiques qui cherchent à faire un bras de fer. Non, on va réduire le débat. Nous ne sommes pas dans les principes. On va réduire ce débat-là, même si dans les principes occidentaux, il faut négocier. Les opérateurs économiques. Mais il faut fustiger ce genre de comportements. Oui, mais bon, nous ne sommes pas là. Moi, je suis en train de poser la question questionnante, la question basique. On fait comment pour sortir véritablement de cette situation qui nous imbécilise? On peut sortir de cette situation qui nous imbécilise que lorsque, naturellement, on met en place des dispositifs qui reconstruisent le génie qui est le nôtre, et ce génie doit s'inspirer véritablement de la spiritualité authentique, et cette spiritualité authentique va nous donner des technologies, et ces technologies vont nous permettre d'extraire nos produits potentiels, de les transformer sur place, de les commercialiser sur place, des produits de richesse, des produits des emplois. Nous avons une jeunesse la plus prolifique du monde. 60% des jeunes se trouvent en Afrique. Ils ont l'âge moyen de 19 ans, à la différence des Européens, 42 ans. Et nous avons besoin de donner à tous ces jeunes-là du travail. Monsieur Norbert Yambaba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons abordé un certain nombre de théories, en fait, de plans qui pouvaient permettre des développements, bien évidemment, de l'Afrique. Mais maintenant, concluons cette émission avec la politique. Sur le plan politique, que faut-il faire Kabila, de la même manière qu'on nous a neutralisés avec la religion, on nous a neutralisés avec le système éducatif, où nous sommes essentiellement des perroquins, des récitateurs, des récitals des cahiers de syllabus. On nous a neutralisés. On nous a neutralisés avec le système politique. Mais la fameuse démocratie. Apparemment, tu te lamentes trop, mais c'est non. Je ne me lamente pas. Rien ne peut se faire. Je suis en train de travailler. Un livre va sortir où je suis en train de monter un arrangement institutionnel qui permettra une nouvelle façon de gouverner la République. À la différence, par exemple, des Occidentaux. Notre ami Bob Basson au Cameroun a mis en place un livre qui parle de l'économie africaine, qui sort naturellement du paradigme occidental. Il a mis en place un livre qui parle de droit africain, qui sort du droit gréco-romain, du gréco-romain ou romano-germanique. Vous voyez, donc nous devons inventer, n'est-ce pas? On ne se lamente pas, mais on fait la cartographie, non, on fait la photographie de la situation. On se dit par rapport à cette photographie, on ne peut pas décoller, il faut des alternatives. Et c'est pour ça que nous parlons de ces questions-là. On ne se lamente pas. Mais en vous attendant de parler, c'est comme s'il n'y a pas un plan B face à une telle situation. Non, il y a un plan B, le paradigme. Le président le dit chaque jour. Le paradigme africain. Le paradigme africain, c'est la restauration de l'identité culturelle. Le paradigme africain, c'est la connexion avec la métaphysique africaine. Le paradigme africain, c'est la restauration de la spiritualité authentique. Le paradigme africain, c'est le rétablissement du génie propre, notre génie. Le paradigme africain, c'est la restauration de l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain avec les valeurs que Dieu a partagées avec nous. Le paradigme africain, c'est la capacité d'avoir des savants, des génies dans nos universités, dans nos écoles, des milliardaires, des millionnaires. Eh bien voilà, encore l'imbécilisation de la religion dite importée qui a amené un concept qui n'a pas de contenu. Kindoki, en Kikongo, c'est la spiritualité. Les gens qui sont initiés dans nos villages. Parce que moi, je fais de la recherche. Oui. On appelle les Kindoki là des hommes intelligents, des hommes sages, des hommes qui connaissent les choses que les autres ne connaissent pas. Kabila, tu vas voir du feu. Il vient, il se met sur le feu. Ça brille, mais lui ne brille pas, Kabila. Mais toi, quand tu oses entrer, tu brilles. Mais parce que tu n'as pas Non, parce que tu n'as pas la connaissance. Mais c'est donc rien. Alors il faut que cette connaissance soit capitalisée pour que ce soit d'application. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot pour conclure. Merci, Kabila. Je sais qu'on a beaucoup discuté. Ça va déranger certaines personnes qui entendent pour la première fois ces discours. Yamba, que je suis un garçon de bonne éducation. Oui. Je suis foncièrement chrétien. J'ai été initié dans la chrétienté. Et j'ai compris que
nous étions nous étions des humains au même titre que les Occidentaux. Et que tout ce qui vient de l'Occident est bon et ça peut faciliter notre développement et que nous étions dans un processus de développement. Après beaucoup de déplacements, de voyages à travers le monde, j'en ai fait 65 pays. Oui. Après beaucoup de recherches, après beaucoup d'observations de différents gouvernements et tout ce qui se fait, tout ce que nous faisons, nos religions, nos écoles, notre système politique, je me suis rendu finalement compte qu'on peut changer de gouvernement comme on veut, on n'ira nulle part. Si le débat ne se pose pas aujourd'hui en termes de remise en question du système religieux qui nous a infantilisés, en termes de remise en question du système éducatif. Qui est un système de récitation, de répétition pour aller vers un système de questionnement. Politique si on n'a même pas en question, on remet pas en question le système politique qui nous infantilise, qui nous amène la démocratie, la fameuse démocratie, mais qui produise la guerre, qui fait tuer nos filles, nos garçons. Et donc nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, qu'on puisse quitter le paradigme occidental qui est la rentabilité externe pour revenir vers le paradigme afrocentriste à rentabilité interne. Et c'est là à cause d'un génie qui sera mis en place où l'homme va fonctionner comme véritable dépositaire de l'Esprit de Dieu et avec cet éclairage de l'Esprit de Dieu, il tiendra la torche pour sauver notre environnement et chercher des technologies pour transformer tout ce que nous avons comme très bien, mais c'est de cette manière-là qu'on va lutter contre la pauvreté. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vraiment, les bonnes choses ne durent pas du temps. Vraiment, ça écœure et ça frise certaines consciences lorsque une émission d'une telle envergure peut prendre un peu de temps, mais malheureusement, nous sommes butés par le temps. On se retrouve le vendredi prochain avec notre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos chaînes.